Bonjour à tout le monde ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Je suis Loris Quadio, ivoirienne, résidant à Atlanta, Georgie, États-Unis. Et je suis l'invitée du jour pour discuter de nos expériences. Et alors, on va s'entretenir. Donc, restez connectés. Bonjour Loris. Bonjour Malik. Comment vous allez? Ça va très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout d'accepter de partager votre expérience avec vos frères et sœurs qui vivent encore en Afrique et même qui sont déjà ici aux États-Unis, parce que nous savons tous que ce n'est pas facile d'immigrer dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir avec vous, parler de votre vie, de comment est-ce que vous êtes arrivé aux États-Unis et comment se passent les choses ici depuis que vous y êtes. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous dire? Quelque chose que j'aimerais dire que les États-Unis, c'est doux, mais il y a deux facettes. Il y a la bonne facette et la mauvaise facette. Mais on va en parler aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va commencer notre petite discussion causerie par le départ, par le début. J'imagine que vous êtes né dans votre pays d'origine, qui est quoi déjà? Je viens de la Côte d'Ivoire. Ok, donc vous êtes ivoirienne. Je suis ivoirienne. Résident aux États-Unis. Oui. Et donc vous naissez en Côte d'Ivoire, vous faites la petite enfance en Côte d'Ivoire et à un moment donné de votre vie, vous immigrez aux États-Unis. Pouvez-vous nous ramener un tout petit peu en arrière dans cet épisode-là de votre vie? Oui, bien sûr. Et avant même de commencer mon enfance, j'aimerais dire que quand on parle d'immigration, il y a trois classes selon moi. Il y a la classe où Dieu leur fait grâce dès le départ, c'est-à-dire je parle de ceux qui viennent avec la carte verte, où ils viennent à travers la famille, c'est-à-dire l'époux qui a déjà les papiers qui fait venir son épouse ou vice-versa, ou l'enfant qui vient à travers la mère, à travers la famille. Donc ces personnes-là viennent déjà avec les papiers. Il y a la deuxième classe que j'appelle la personne qui vient se chercher. Donc cette personne-là vient dans le but d'avoir une vie meilleure. Et il y a la troisième classe qui est celui de l'étudiant. C'est la personne qui vient dans le but d'étudier aux États-Unis. Et c'est dans cette catégorie que je me situe. Donc au début, quand je venais dans le but d'étudier. Donc pour la petite enfance, oui, je suis née, j'ai grandi à Abidjan, issue d'une fratrie de 4 filles. Mon père a eu 4 charmantes demoiselles dont je suis l'aînée. Et donc, bonne enfance, bon courant, bonne vie de famille, avec un père, une mère que je salue au passage, que j'adore. Et donc, après le bac, mon père décide que c'est mieux de me faire aller à l'étranger pour continuer mes études. Et là, il choisit la France. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je n'obtiens pas le visa, malgré que mon père dépense de grosses sommes d'argent pour payer l'école là-bas, payer un internat où je puisse rentrer parce qu'on n'avait pas de famille en ce moment. Et je n'obtiens pas le visa. Donc, tout découragé, ça a vraiment touché mon père parce que c'était vraiment son désir ardent de me laisser aller à l'étranger. Il décide de m'envoyer dans une université privée de la place. Et c'est comme ça que je vais dans une université américaine privée en Côte d'Ivoire. Et Dieu faisant les choses, je rends grâce à Dieu pour cela, l'université privée a un partenariat avec une université ici en Georgie. Et donc, à l'époque, on choisissait les meilleurs élèves pour venir dans le cadre d'un programme d'échange. Et j'ai été sélectionnée parmi ces étudiants et c'est comme ça que je me retrouve en Georgie. Peut-on connaître le nom de cette université en Côte d'Ivoire? Oui, je suis allée à l'Université internationale de Grand-Bassam. C'est une université très connue en ce moment et c'était l'une des premières universités américaines sur le territoire. On était un peu, si tu veux, des premières générations. J'aime m'appeler génération cobaye. C'est ici nous qu'on a essayé beaucoup de choses. Et même, on a été la première génération
pour le programme d'échange. Donc, c'était moi et 2 ou 3 autres frères avec qui nous sommes venus, sur 4 étudiants. On est allé à Georgia State, qui est une université ici en Georgie, université publique. Mais on va débattre de cela et donner tous les détails. Alors, donc, vous venez cette année-là ici aux États-Unis. Vous le dites si bien, dans la première génération de cette université internationale de Grand Bassam. Oui. Et vous étiez 4, vous et 3 autres hommes. Oui, j'étais la seule. Vous étiez donc la seule fille. Oui, la seule femme, on peut dire. J'étais la seule fille, dans le lot. Wow. C'est impressionnant. Et à ce moment, comment est-ce qu'on se sent? J'imagine que vous étiez encore jeune, à frêle de l'âge. Oui. Parti loin des parents, comme ça. Oui. Je quitte à peine l'adolescence. Je sors à peine de l'adolescence quand j'arrive aux États-Unis. Et je n'ai pas de famille aux États-Unis. Je ne connais absolument personne. Et là, c'est juste pour vous expliquer un peu les petits challenges, les petites difficultés qu'on rencontre quand on arrive, être coupé de la famille. Faut noter que quand on est à Abidjan, on habite en famille avec un père, une mère, donc il y a une certaine autorité, donc il y a certaines lois, certaines choses à faire, et tu te retrouves seul aux États-Unis. Pas livré à toi-même, mais face à ton destin. Tu dois prendre les décisions adéquates pour toi-même. Tu dois faire tout ce que tu dois faire comme une grande. Donc là, Dieu merci, de mon côté, ça allait. Mais je connais beaucoup d'exemples où certaines personnes étaient vraiment livrées aux vices, disons les vices de la société. Quel genre de vices, par exemple? Disons, par exemple, l'alcool. Okay. Quand on vit avec des parents, ils ne nous laissent pas sûrement aller en boîte de nuit chaque soir et tout. Mais tu arrives, il n'y a pas de parents, donc tu es libre de faire ce que tu veux. On avait des étudiants, c'était les boîtes de nuit, c'était le sexe, c'était l'alcool, c'était la drogue. Parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, c'est le pays de la liberté. Et donc, tout est là. Tout est disponible, tout est à portée de main. La pornographie, tout est disponible. Et quand tu n'as pas d'autorité parentale ou tu n'as pas quelqu'un pour te dire « Hey, toi là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Quelqu'un pour te regarder. Et étant très, très jeune, il faut dire que 18 ans, 19 ans, on pense qu'on est mature, mais on ne l'est pas. On se retrouve souvent face à certains vices de la société. Dieu merci, dans mon cas, c'est pas ce qui... j'ai pu éviter beaucoup de choses, mais pas parce que je suis spéciale, hein. C'est pas parce que... non, c'était seulement l'éducation que j'avais reçue. Ma foi chrétienne, j'avais fait des écoles catholiques toute ma vie, et donc j'avais peur de Dieu. Une chose qui est bien avec l'église catholique dans le temps, c'est qu'on nous mettait la peur par rapport au péché. C'était « Hey, tu as péché! Hey, tu vas aller en enfer! Tu as péché! Tu vas pécher! Tu dois aller te confesser! Tu dois faire ceci, tu dois faire cela! » Et cette peur-là, tu grandis avec. Et donc, tu as peur de faire certaines choses, de peur que ton Seigneur t'enlève certaines grâces. Donc, voilà ce qui m'a sauvée entre griffes. Je comprends. Donc, votre éducation de base et puis votre foi chrétienne combinée vous ont aidé à surfer beaucoup plus facilement dans ce monde vicieux-là des étudiants sur place ici. Mais si vous permettez, j'aimerais légèrement revenir en arrière et parler un tout petit peu de Bassam. Oui. Alors, à Bassam, j'imagine que vous étiez à l'internat, c'est ça? Oui, j'étais à l'internat. Et avant de venir ici, est-ce qu'il y a des conditions que les étudiants doivent respecter? Est-ce que c'est juste sur la base du mérite ou bien il y a des conditions financières, morales et tout ça? Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'était un programme d'échange. Il faut dire qu'au fil des années, le programme a été amélioré. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Comme j'ai dit, moi, j'étais de la première génération et au moment précis, le programme était OK. En ce moment-là, les meilleurs élèves, en fonction de la moyenne, en fonction aussi de la maturité et de la moralité, devaient revenir.
mais il devait venir à la charge des parents. C'était c'était les parents qui devaient payer la scolarité ici. Okay. Mais l'école se chargeait de nous trouver, de nous assurer un certain minimum, c'est-à-dire de nous assurer l'inscription ici, c'est-à-dire que ta place est réservée. Au début, on devait rester sur le campus, c'est-à-dire les chambres sur le campus. On habitait sur le campus. J'ai habité sur le campus pendant 2 ou 3 ans avant de pouvoir me sortir et me prendre un appartement. Donc, les conditions étaient bien spécifiques au programme et donc étaient communiquées aux parents. Donc, chacun savait un peu, les parents savaient un peu comment ça allait se passer. D'accord, d'accord. Alors, on va revenir aux États-Unis. Alors, vous arrivez à Atlanta, j'imagine à l'aéroport international d'Atlanta, hein, au passage qui était à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas, le premier aéroport au monde en matière de trafic et de passagers annuels. C'est vaste, c'est une ville dans la ville. Aviez-vous voyagé auparavant, avant? Si oui, était-ce facile pour vous d'arriver aux États-Unis? Sinon, comment était cette première expérience? Merci beaucoup pour la question. J'aime bien cette question-là parce que quand Magic System chante premier Gaou n'est pas Gaou là, ça veut vraiment dire que chacun a toujours son premier jour à l'étranger. Que ça soit en France, que ça soit en Europe, que ça soit en Amérique, tout le monde a toujours son premier jour à l'étranger. Pour moi, pour mon expérience, dès que tu arrives, la première des choses, parce que je suis arrivée au beau milieu de décembre, à la fin de l'année, j'ai pas pu fêter les fêtes avec mes parents, donc je suis arrivée, tu tombes dans l'hiver. L'hiver, ce n'est pas ce dont à quoi tu t'imagines, c'est au-delà de tes attentes. Le froid qu'il y a là, c'est pas Harmattan de Côte d'Ivoire. Donc là, c'est ton premier choc. C'est vrai, avec les années, on s'habitue, on ne sent plus le froid et tout. Mais la première fois quand tu arrives, tu ne peux pas dire que ça ne te frappe pas. Malgré tous les accoutrements que tu as, toutes les vestes, les trucs, les chaussettes et tout, tu ressens le froid dans ta chair et dans tes os. On est autour de combien de degrés dans cette période-là? On est autour de... Je vais dire en Fahrenheit, on peut traduire un peu après en Celsius. On est autour de, je veux dire, 50-60 degrés Fahrenheit. Okay. Donc, on va dire entre 7 et 10-15 degrés. Voilà. Et donc, c'est ça. Et voyez-vous, quand tu arrives, tu n'as pas de voiture. Tu dois marcher. Et tu marches dans ce froid-là. Tu as des gants, mais quand tu arrives à la maison, tous tes mains sont gelées. Ça, c'est la première, c'est ton premier choc. Ton deuxième choc, c'est la langue. Tu viens d'un pays francophone et tu arrives, on parle en anglais. Oui, j'ai fait une école américaine. Et pour moi, je comprenais l'anglais. Jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis, que je me rends compte que je ne comprends rien. Les gens rappent. Quand ils sont en train de parler, ils parlent tellement vite. Ils parlent avec l'accent, ils parlent avec leur manière de parler. Tu n'entends rien. C'est comme un Ivoirien qui est en train de parler. Il va mettre des mots nouchis dedans, il va parler. Tu n'as pas fait la Côte d'Ivoire, ou bien si tu as appris le français, je veux dire en France, c'est un choc pour toi. Donc on arrive, ça c'est un choc. Même avec les cours, tu vas au cours, tu vois le professeur, il est en train de parler, mais tu captes 3 ou 4 mots dans ce qu'il est en train de dire. Donc ça, c'est le deuxième choc. Le troisième choc, et celui qui m'a le plus marqué, c'est la solitude dans laquelle tu vis. Malgré le fait que vous soyez entouré d'étudiants. Malgré le fait que tu sois entouré d'étudiants. Il y a un sentiment qui m'anime quand je suis aux États-Unis, et là, on est en train de parler franchement, c'est le fait de ne pas appartenir. C'est-à-dire que je ne me sens pas, depuis que je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, comme si j'appartiens à cette terre. C'est le fait de ne pas appartenir à cette terre. Donc, partout où tu vas, tu es celle qui fait la différence par ta couleur de peau, par ta manière de faire, par tes trucs. Tu es toujours... Mais si je me permets, il y a quand même des Noirs qui vivent aux États-Unis. Il y a beaucoup de Noirs qui vivent aux États-Unis,
effectivement, et qui sont appelés African American, c'est-à-dire des Américains africains, c'est-à-dire de descendance africaine. Mais il y a une très grande différence en termes de comportement, en termes de manière de parler, en termes de manière de vivre entre eux et nous les Africains. Ok. Ces personnes-là, on ne nous accepte pas pleinement comme eux, même si on a la même couleur de peau, ils font toujours la différence. D'ailleurs, il y a plusieurs débats sur ce sujet-là où nos sœurs américaines, africaines, nous voient un peu, nous les Africaines, comme une certaine compétition, comme ne pas appartenir à leur monde. Et donc, nous aussi, on ne s'identifie pas vraiment à elles parce que nous sommes vraiment différentes. Au point de vue culturel, nous sommes différentes dans différents domaines. On a une différente manière de penser. Tu prends une américaine africaine ici, tu prends une africaine pure. En termes de manière de penser, c'est deux mondes différents. Totalement différents. Donc, pour revenir à mon troisième choc, la solitude. Oui. Je me sentais très seule. Je viens d'une communauté, d'un pays où si tu n'as pas à manger, tu vas seulement chez la voisine et il y a un repas. Ici, c'est chacun pour ça, Dieu pour tous. Malgré que j'avais des colocataires. Je vivais sur le campus, dans des maisons à 3 chambres, des petites chambrettes là, oui. Mais parlais pas trop avec mes colocatrices. Chacune rentrait dans sa chambre. Et puis, comme j'ai dit, des étudiants, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a « Oh, le petit gars vient rester dans la chambre ». Il y a « Non, on fume marijuana ». Et donc, toi, tu veux rester loin de ces choses-là, donc tu ne t'approches pas trop. Donc, pendant 1 an ou 2 ans, j'ai vécu beaucoup de solitude. Je me sentais très seule. Je restais dans ma chambre tout le temps. Je restais qu'au téléphone, j'appelais les parents. Bien sûr, quand tu appelles au pays, tu dis oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Vous ne leur dites pas la vérité. On ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. Pour quel souci? Vous ne voulez pas alarmer les parents ou bien... On ne veut pas alarmer les parents. Je donne une anecdote. Je me rappelle qu'un jour, je suis rentrée, j'avais tellement froid, j'avais tellement le mal je voulais rentrer à la maison, je me sentais mal. Et j'appelais mon père et j'ai pas pu, j'ai pleuré. J'étais là, papa, je fatigue, je ne veux pas rester ici. Ma mère m'a dit des années plus tard que le lendemain, mon père était prêt, il a fait ses bagages là, il était prêt à venir me chercher pour rentrer. Nul était que États-Unis était super loin d'Abidjan, il faut chercher un visa et tout. Il serait venu me chercher. Donc j'explique cette anecdote là pour dire le mal que ça leur fait. Quand, étant loin de nous, ça ne va pas chez nous. Donc même quand ça ne va pas, on donne toujours cette image. Oh, ça va, non, ça va. Ça va. Je comprends. Je précise au passage que nous sommes en train de faire cette interview-là en 2024. Okay? Nous sommes dans le mois d'octobre 2024, je précise parce qu'il y a des gens qui vont certainement nous regarder dans 5 ans, dans 10 ans. Et ce qui fait les news actuellement, c'est le décès, il n'y a pas longtemps, d'une jeune Congolaise qui est étudiante au Canada, a été retrouvée morte au bord d'une rivière. Quand vous pensez à cela et vous vous souvenez de vous lorsque vous étiez encore plus jeune et étudiante, quel conseil vous avez envie de donner à vos cadets qui continuent de venir aux États-Unis ou au Canada, dans ces pays anglo-saxons-là, pour étudier à un âge de plus en plus bas? Très belle question. Oui, effectivement, j'ai entendu, j'ai lu dans les news, j'ai vu à la télé le décès de la jeune sœur Alexandra. Et franchement, ça nous a tous fendu le cœur. Avant même de parler à mes cadets, j'aimerais d'abord m'adresser aux parents d'élèves. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être maman de 2 enfants, donc je sais ce qu'il sait. Je sais que tout parent veut le bien de son enfant. Je sais que tout parent veut que son enfant aille pour faire de meilleures études, pour gagner mieux son pain et tout. Mais je veux aussi qu'ils sachent, qu'ils aient la connaissance afin de faire de meilleurs choix pour eux et pour leurs enfants. Qu'ils sachent effectivement ce qui se passe quand on arrive ici à 18 ans, à 19 ans, sans eux, loin de nous. C'est vrai, l'école aux États-Unis coûte très cher. Très, très cher. Donc, il faudra s'apprêter suffisamment bien quand
c'est notre désir de faire venir nos enfants ou à l'étranger. Parce que le CFA ne fait pas le poids devant le dollar. Après avoir fini de payer l'école, il faut pouvoir les aider à manger, à vivre dans un endroit. Et cela souvent fait faille. Et il y a des conséquences à cela. Il faut comprendre aussi qu'un enfant de 18 ans, 19 ans, beaucoup plus jeune, même s'il paraît mature, il est toujours un enfant. Et là, sans autorité parentale, il est livré à beaucoup de vices, comme je le dis. On a connu des histoires ici où des gens ont été chassés, parce que les parents n'arrivaient plus à envoyer l'argent à leurs enfants, des gens ont été chassés de leurs appartements en plein hiver. Et là, ces enfants-là se retrouvent… En plein hiver. Ils se retrouvent sans domicile fixe. Ils se retrouvent SDF dans un pays qu'ils ne connaissent pas, en train de pivoter de camarade en camarade, de camarade en camarade. Il n'y a pas de stabilité. Pour un enfant de 18 ans, 19 ans, ne pas être stable, quelle étude, qu'est-ce que tu peux faire? On se retrouve où, par manque de moyens, certaines jeunes filles se retrouvent dans des foyers à des âges très très jeunes. Et dans ces foyers-là, faites-moi confiance, il y a beaucoup de choses qui se passent que eux, les parents, ils n'ont aucune idée. Il y a la violence conjugale. On a eu des amis qui ont été brûlés, dont le mari, le soi-disant mari, a pris la main et mis au feu. Et je vous parle de quelqu'un qui est dans la vingtaine. Mais ce mari, il est supposé peut-être offrir les papiers, est supposé offrir un toit, etc., etc. Parce qu'on n'a pas le choix. Dans ces foyers-là, il y a des choses abominables qui se passent. Où ces enfants-là de 20 ans, 22 ans sont battus à longueur de journée, sont utilisées comme servantes et elles ne peuvent rien dire. Pourquoi? Parce que cette personne-là donne un toit, cette personne-là offre un rêve d'avoir, si tu veux, les papiers américains, etc., etc. Les garçons, la fête. Nous sommes Ivoiriens, nous aimons la fête. Ça peut être chaque soir on est dehors, on est dans les boîtes de nuit. Les parents savent que les boîtes de nuit ont des conséquences. La drogue. La drogue. Aux États-Unis, acheter de la marijuana est aussi facile qu'acheter un bonbon. Un bonbon en Afrique, vous voulez dire? Oui, même un bonbon ici. Ok. Tu n'as jusqu'à avoir de l'argent. Donc, le marijuana, ce qu'ils appellent la bœuf, bon, à notre temps, les garçons appelaient ça la bœuf, maintenant je ne connais plus le nom, ça court les rues. Très facile de tomber là-dedans. Ils disent que ça les empêche, ça oublie leur solitude, ça te fait oublier tes problèmes. Le problème avec ça, c'est que c'est une addiction après qu'on ne peut pas s'en sortir. Finalement, en vous écoutant, j'ai comme le sentiment, si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier, que la source du problème, c'est la solitude et le détachement du pays. Parce que c'est dans le souci de combler tout ça que les jeunes vont vers les mauvaises fréquentations, les mauvaises pratiques. Je dirais oui, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'autorité parentale. Ok. Et il y a aussi le fait que la maturité n'est pas encore à son paroxysme. La maturité. Oui. À 18 ans, 19 ans, je sors toujours de l'adolescence. Il y a une liberté devant moi, je veux explorer. On le fait tous, on est tous passés par là. Je ne dis pas que je suis sainte, on est tous passés par là. Et le problème avec l'exploration, c'est que souvent, ça peut te faire glisser au plus bas de l'échelle. Te faire prendre un retard considérable. D'accord, je comprends. Donc, en parlant aux parents, c'est pour leur dire que sachez que ce sont des choses qui existent. Prenez vos décisions en fonction de cela. Sachez quel genre d'enfant vous avez. En même temps qu'il y a d'autres qui tombent là-dedans, il y a d'autres qui ne tombent pas là-dedans. Il y a des enfants de 16 ans, 17 ans qui sont très matures, qui sont focalisés sur les études, qui font ce qu'ils doivent faire. Je pense que la solution est en cours de marche. Parce que dans ces dernières années, on a vu beaucoup d'universités à la figure américaine, française, qui offrent des diplômes sur place américains en utilisant le système américain, avec toute sa rigueur, avec toutes ces bonnes choses. Donc, je pense que les gens ont pris… Il y a déjà eu un éveil de conscience et on est en cours de… C'est en train d'être fait. Mais il faut aussi noter qu'il y a d'autres alternatives. Il y a la formation en ligne
C'est-à-dire que si tu veux un master américain, tu peux faire ton master là-bas et peut-être faire une formation en ligne tout en restant à Abidjan, mais venant d'une université ici aux États-Unis. Et tu auras un diplôme de la même Valeur? De la même valeur. Voilà. Il faut aussi dire qu'avec les années, on a mis certains systèmes en place pour pouvoir mieux intégrer les nouveaux étudiants. Surtout, comme je dis. Qui est on? Vous, les anciens étudiants ou bien les États? Les anciens étudiants et les États. Okay. En voyant toutes les difficultés que, je veux dire, nous les cobayes, on a vécues, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour pouvoir recevoir les nouveaux élèves. Okay. Je sais que maintenant, l'ambassade s'implique beaucoup plus. Là, vous parlez spécifiquement de la Côte d'Ivoire? Je parle spécifiquement de la Côte d'Ivoire, oui. Je sais que l'ambassade ici, maintenant, s'implique beaucoup plus. Je sais qu'on délivre maintenant beaucoup plus de bourses estudiantines pour aider avec la scolarité, parce que comme je l'ai dit, la scolarité, elle est très chère. Je pense que les anciens élèves aussi ont créé... comme une ligne de marche. Donc, c'est-à-dire maintenant que les nouveaux viennent, ils s'approchent des anciens. Ah oui, tu peux prendre tel cours, il ne faut pas prendre tel cours. Tu peux prendre ce professeur, ne prends pas ce professeur. Voilà où j'ai habité. Ici, c'est moins cher. Ici, c'est pas moins cher. On peut rester en colocation, on peut faire ceci, on peut faire cela. Vois. Donc, les nouveaux élèves bénéficient des expériences des anciens élèves. Les étudiants. Effectivement, les nouveaux élèves maintenant bénéficient beaucoup d'expériences, beaucoup de systèmes qui ont été mis en place pour faciliter leur venue. Mais néanmoins, il faut dire que ce n'est pas forcément aux États-Unis qu'on réussit. Okay? Ce n'est pas forcément aux États-Unis qu'on réussit. Beaucoup d'entre nous, après avoir fini les études, sont restés, mais en même temps, beaucoup sont partis. Et ceux qui sont partis se débrouillent très bien, ont de très bons boulots, moins de stress par contre, moins de stress. Donc, il faut savoir, et je voulais même enchaîner pour parler à mes cadets, pour dire... Si vous permettez, j'aimerais qu'on garde ça pour la fin. On va revenir aux cadets, mais je remarque au passage que vous parlez le français sans accent. J'entends pas très bien et tout ça. Beaucoup d'Africains, lorsqu'ils quittent leur terre, après quelques années, aux États-Unis, en Angleterre, ils ont du mal, en tout cas pour les francophones, à s'exprimer en français avec l'accent d'origine. Est-ce que vous avez un petit secret? Honnêtement, je n'ai pas de secret. Je ne fais pas exprès. Mais il faut dire que une réalité de vivre en dehors de sa terre natale, c'est que tu essaies de t'y remercier, tu étais d'apprendre la nouvelle culture, oui. Et tu essaies de l'apprendre comme si c'était ta propre culture. Donc, tu t'appropries cette culture-là. Tout à fait. Et en faisant ça, souvent, tu perds un peu tes repères. Le truc avec apprendre deux langues, c'est qu'arriver un moment, surtout quand tu apprends la deuxième langue à un certain âge, tu deviens tu perds un peu ta langue natale. Et tu n'es pas aussi à 100% dans la langue que tu as apprise. Donc, tu restes à 80% et disons, dans ta langue natale, tu descends peut-être à 60-70. Pourquoi? Parce que tu parles moins le français. On parle moins le français. Je parle beaucoup plus l'anglais. Tu parles moins le français aux États-Unis? Je parle moins le français aux États-Unis parce que j'habite dans un environnement qui est anglophone. Quand je vais au travail, je parle en anglais. C'est seulement quand je rencontre les gens de ma communauté avec qui je parle. Mais là encore, c'est quoi? Une fois le week-end ou quoi. Donc, ma maîtrise du français, je veux dire, diminue. Donc, vous allez voir que nous, les gens qui vivent en Amérique, on fait beaucoup de fautes en français. Donc, excusez-nous d'avance pour cela. Sachez que ce n'est pas de notre faute. C'est juste qu'on essaie tellement de s'intégrer dans cette culture, de comprendre la langue, puisque c'est avec cette langue-là qu'on bosse, c'est avec cette langue-là qu'on fait tout. Donc, on essaie de s'intégrer dans cette culture-là, mais tout en faisant des efforts. Il faut noter que souvent, tu te mélanges souvent. Souvent, il y a des mots où je me demande c'est en français, c'est en anglais.
Et quand tu commences à apprendre la langue, il y a certains trucs qui se passent avec toi ou par exemple, disons pour ta prière par exemple, souvent tu ne sais pas si tu pries en français, si tu pries en anglais. Souvent quand tu te parles à toi-même dans tes pensées, souvent c'est en anglais que les pensées là viennent, souvent c'est en français que les pensées là viennent. Donc je veux dire, ce sont des trucs normaux, c'est totalement normal. Pour ces trucs-là d'arriver en fait. Donc, c'est pas une question d'accent, c'est une question de je suis bilingue. Ok, bilingue. Vous avez parlé de la communauté. Cela m'interpelle. Alors, vous arrivez aux États-Unis toute jeune. Puis-je vous demander en quelle année vous êtes venue? Je suis arrivée aux États-Unis en 2007. 2007. Cela fait déjà 14, non, 17 ans. 17 ans, waouh, c'est beaucoup, c'est pratiquement la moitié de l'âge de certaines personnes. Alors, donc vous arrivez aux États-Unis en 2007, nous sommes en 2024. Au départ, vous êtes totalement déconnecté, j'imagine, de la communauté puisque vous êtes étudiante, résident en cité. Et comment est-ce que vous rencontrez cette communauté finalement, puisque vous avez mentionné ça tout à l'heure? Oui. Moi, ma rencontre personnelle avec la communauté, chacun a son histoire. Hein. Bien sûr. Ma rencontre personnelle avec la communauté, faut dire qu'au début, comme je l'ai dit, j'étais vraiment mal en point. Je cherchais mes repères. C'est-à-dire, tu arrives, tu ne sais pas dans quoi tu es, tu cherches tes repères. La nourriture d'ici, au début, ça ne passe pas. Elle est beaucoup sucrée, elle est beaucoup salée. Donc, tu essaies de manger ce que tu connais. Ton foutou, ton attiqué, ton aloko, partout il y a ivoirien. Ça, ce sont des repas ivoiriens. Voilà. On dit toujours partout il y a ivoirien et attiqué. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir de l'attiqué. L'attiqué avec un attiqué, avec lequel tu viens aux États-Unis, fini. Donc, il faut trouver le moyen d'avoir de l'attiqué. Et tu demandes aux gens, tu parles aux gens. Moi, je me rappelle que j'avais rencontré des étudiants qui sont toujours mes amis d'ailleurs, avec qui, par manque, j'avais pas ils n'habitaient pas sur le campus, mais c'était des Ivoiriens. Et on a sympathisé, on causait. Et donc, ils habitaient ici en Géorgie. Ils avaient déjà commencé à travailler. Les étudiants font des petits boulots à gauche, à droite pour pouvoir s'en sortir. Et il y avait un qui avait une voiture en ce moment. On n'était pas véhiculés. Donc, on lui demandait de nous déposer dans les supermarchés pour pouvoir faire notre marché et tout, pour manger. On appelait ça le ride. Le ride. Et voilà. C'est un mot anglais, ça? Oui, c'est un mot anglais. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de te conduire quelque part. Je parle du ride parce que ride, là, ça met les gens dans le problème dans ce pays-ci. Ah bon? Ah oui, oui, oui. On aimerait en savoir un peu plus. Demander aux gens, dépose-moi ici, dépose-moi ici, dépose-moi ici. La personne peut en avoir marre. La personne utilise son essence. Dans affaire de rides, les gens, d'autres personnes, il y a des gens qui se sont mariés dans les rides. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de te déposer, bon, c'est en même temps une convénience, mais c'est un inconvénient, souvent. Ça crée des connexions, mais ça peut avoir des inconvénients. C'est ça. Voilà, ça crée des inconvénients. Ça crée une sorte de dépendance que... Et ça peut aussi gâter des amitiés. Je comprends, je tu comprends. Voilà, dans le sens. Ouais. Donc, pour revenir à mon histoire, ces personnes-là, ces amis-là, beaucoup plus âgés que moi et tout, avaient commencé à m'intégrer, à me montrer d'autres Ivoiriens qui étaient ici. Et un jour, je ne sais pas par comment, mais je me retrouve, je fais la connaissance d'un couple ici à Atlanta qui deviennent mes parents d'Atlanta, que j'adore, j'adore, j'adore. Tonton David, Toti Caroline, si vous écoutez cette vidéo, merci beaucoup pour tout. Je vous adore. Bisous, bisous. C'est beau. On se joint à vous pour leur dire merci, merci. Pour ce qu'ils ont fait de vous. Et je leur dis merci. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait office de parents, qui m'ont donné cette autorité parentale dont je parlais tout à l'heure et qui m'a aidé à prendre mes repères et à aller de l'avant. Je me retrouve chez eux comme ça et le mari, tonton David, m'adopte. Toti Caroline m'adopte aussi. Il m'appelle tout le temps. Il s'assure que ça va chez moi. Comme je vous parlais de la solitude pendant les fêtes, je me retrouvais dans leur maison. Il y avait toujours une fête là-bas. Toti Caroline est toujours en train de préparer pour les étudiants, pour les gens qu'elle ne connaît pas. La maison est toujours ouverte. Tu vas toujours, tu trouves à manger. Donc, c'est chez elle que je trouvais la nourriture
qui me rassasiaient, disons de cette manière, où je trouvais mes sauces aubergines, où je trouvais mon attiqué, où je trouvais mon aloko. Il y avait toujours à manger chez elle. Et c'est cette dame-là qui me montre, par exemple, le marché, où je peux trouver des produits vivriers africains, où je peux trouver ma banane, où je peux trouver mon manioc, où je peux trouver mon aubergine pour faire mes propres sauces. C'est elle qui me montre la manière dont les choses sont faites ici, la préparation. Vous savez, on n'a pas de temps, donc beaucoup de nos sauces sont, on utilise beaucoup de raccourcis. Tous ces topos-là, il faut connaître. Non seulement ça, mais vous n'avez pas les mêmes ustensiles de cuisine. On n'a pas les mêmes ustensiles de cuisine. C'est chez elle que je prends, c'est un truc. Je la vois, je me rappelle m'asseoir, aller chez elle, m'asseoir dans sa cuisine, la regarder préparer, voir comment elle fait. Pendant que moi, si je veux manger le foutou, je vais prendre la banane, prendre le manioc, recréer tout de zéro de A à Z. Elle va prendre beaucoup de raccourcis. Donc, quand je vois ça, je dis, ah, mais je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends. Je l'écoute beaucoup. Je rencontre aussi beaucoup de personnes de la communauté, de ma communauté ivoirienne là-bas. C'est comme ça que je me fais des connexions. C'est comme ça que je deviens active dans la communauté. Je rentre dans les différentes associations et je commence à apporter ma pierre à l'édifice. Intéressant. Vous dites, j'entre dans les différentes associations. Bon, moi, j'entends dire, en tout cas dans la communauté africaine, de façon générale, il y en a qui se plaignent des associations. Et il y en a même qui ont des conseils quand ils arrivent depuis le pays. Éloigne-toi des associations, éloigne-toi des communautés et tout ça. Quel est votre regard sur cette question-là? Merci pour la question. J'adore cette question-là. Et ça fait partie même d'un des conseils que je voulais donner au cadet qu'on va donner à la fin. Je veux dire, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Cela s'applique aussi dans nos conditions ici aux États-Unis. Il faut savoir que comme toute chose, il y a le bon et il y a le mauvais côté. Il y a le bon côté où ta communauté, ton association, tu peux apprendre, tu es en famille, tu retrouves cette chaleur humaine, cette chaleur africaine que tu avais d'antan, mais ça vient aussi avec son lot de conséquences. Il ne faudrait pas qu'on se mente, ça existe. Il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a le fait que certaines personnes ne veulent pas voir les autres aller de l'avant, il y a les mauvais conseils, il y a les mauvaises fréquentations, il y en a un peu de tout. Mais encore, il faut savoir ce que tu veux. Une fois que tu sais ce que tu veux, ce que tu recherches, tu peux éviter certains trucs. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Excusez-moi, comme je dis, je vais toujours revenir à cela parce que c'est ça qui fait ma force. Avec l'aide du Saint-Esprit. Et il faut savoir où tu marches, où tu mets les pieds. Et il faut savoir, il ne faut pas te détourner de ton toi-même. Je suis quelqu'un, ce n'est pas mon habitude de m'asseoir et faire les petits ragots, parler de X ou Y. Ce n'est pas ce que je cherche. Donc, les moments où il y aura ça, je vais seulement me détourner. Donc là, c'est juste un exemple pour donner mon caractère. En fonction de ce que je cherche, ce que je recherche, m'aide à éviter les mauvais côtés de la communauté. Moi, mon expérience dans la communauté, parce qu'effectivement, je savais et j'avais plein de connaissances des mauvais côtés, mon expérience a été très, très bonne. Je suis quelqu'un à la base, je suis très sociale. J'adore être parmi les gens et je puise mon énergie de là. Être entourée de gens, être sociable, rire, manger la ticket, manger la loco ensemble. Donc moi, mon expérience, elle a été positive. Et bien sûr aussi parce que j'avais mes parents qui me protégeaient. Je parle de monsieur, madame beaucoup. Oui, oui. Et donc, moi, je rentre dans la communauté, c'est plutôt servir, comment aider les autres, comment apporter mes connaissances, que ça soit intellectuel, que ça soit en termes de qualité, comment faire tout cela. Et pour mon parcours, j'ai été dans plusieurs associations. Je suis dans une association qui s'appelle l'UFIG, qui est l'association des Ivoiriens ici. Je suis dans une autre association un peu ethnique. Comment ça s'appelle déjà? L'UFIG, l'Union fraternelle des Ivoiriens de Georgie, qui est la plus grande organisation qui régit tous les Ivoiriens en Georgie et dont ma maman, Madame Okou, a été présidente à un moment. Donc, c'est à ce moment-là que je milite là-dedans et tout, dans le bureau. On a d'autres petites associations ethniques
aussi qui t'apportent beaucoup de réconfort quand tu es dans certaines situations, qui t'aident aussi. Un exemple? Je milite par exemple dans cette association qui s'appelle, sans faire de publicité. Ok. Je milite dans cette association. Ce sont des informations dont d'autres personnes peuvent avoir besoin. Oui, je milite dans cette association qui s'appelle ABBA, l'association des Agniers des Baoulés. Encore eux ici, hein? Agniers et Baoulés. Hein? Oui, on n'est pas tout, c'est ça. Je milite dans cette association-là et il faut dire que je prends un plaisir à partager, à participer aux activités et à faire tout ça. Je sais, pardonnez-moi, je sais que cette association existe à New York. Est-ce que c'est la même association ou bien ce sont des entités différentes là-bas? Très belle question, je ne saurais te dire, mais on peut toujours inviter le président qui peut donner beaucoup plus d'informations là-dessus. D'accord. Alors, on va arriver au conseil de cadet parce que le temps qui nous est donné tire à sa fin. Ah, c'est déjà fini? Oui, bientôt. Le temps passe vite. Okay. Mais il y a 2 points capitaux. J'aimerais qu'on fasse rapidement un retour en arrière afin de parler de votre carrière. Parce que vous êtes venu pour étudier initialement. Oui. Alors, voilà. Et puis ensuite, parler un tout petit peu de votre vie après. Merci. Parce que vous n'êtes pas retourné en Afrique. Oui. Merci beaucoup pour la question. Et tu vois, c'est un point par exemple que j'aurais voulu qu'on discute, mais qu'on n'a pas pu. Donc oui, si tu me permets, je vais m'étaler un peu là-dessus. Okay. Tu vois, au début, je te disais qu'on avait 3 classes d'immigrants. Selon moi, je t'ai cité les 3 classes d'immigrants. Un truc avec ces 3 classes-là, il faut dire que chacun a ses challenges. Moi, j'appelle ça sa croix. Chaque classe a une croix bien définie. C'est vrai, à un moment donné, cette croix-là, elle est un peu... ces croix-là se rejoignent, n'est-ce pas? En tant qu'immigrant, on a des croix communes, mais chacun a sa croix. En tant qu'étudiant, notre croix, c'est l'après-étude. Quand tu arrives à finir ton diplôme, qu'est-ce qui se passe après? Qu'avez-vous étudié au passage? J'ai étudié la finance. Okay. Donc, j'ai un bachelor et un master un MBA en finance. Okay. Donc, finance d'entreprise. C'est. Donc, après l'école, tu as un choix. Soit tu retournes, tu es quitté. Et c'est ce que les Américains auraient voulu. C'est pour ça qu'ils t'ont donné ce visa-là. Parce que le visa dit, tu étudies et tu retournes. Mais souvent, nous, on fait le choix de vouloir appliquer nos compétences qu'on a apprises à l'école ici. Et là, maintenant, ça devient une croix à prendre. Question. Oui. Vous dites, on fait le choix de vouloir appliquer nos connaissances qu'on a apprises à l'école ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Est-ce par choix de participer à l'évolution de ce pays ou par, comment dire, parce que vous ne voulez pas rentrer dans votre pays ou parce qu'il y a moins d'opportunités dans votre pays? Je vais être honnête et dire que la première raison, c'est la raison personnelle. C'est-à-dire ce qui est bien pour toi. Okay. La deuxième raison, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité au pays, mais c'est ce qui te convient à ce moment-là précis. Okay? Et bien sûr, par ricochet, ça devient, oui, tu participes à la société du ci et tout, mais ce n'est pas ton premier, je veux dire, quand tu es en train de réfléchir, ce n'est pas, oui, c'est parce que je veux participer à l'économie de Georgie. Non. Ça devient la conséquence, c'était pas la cause. Voilà. Okay. Quand tu fais ton choix de rester, voyez-vous, je vous ai dit qu'on essaie de s'immerser dans la culture d'ici. Donc, on commence à apprendre comment ils vivent. À l'école, on apprend surtout leur système. Moi qui ai fait la finance, ils utilisent un système qui s'appelle GAP, General Accounting Something Principle. General Accepted Accounting Principle. En Côte d'Ivoire, on utilise un système qui s'appelle... General Accepted Accounting Principle, les principes comptables généralement acceptés. Voilà. L'équivalent de Cisco. Ciscoa en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit Ciscoada. Ciscoada? Oui. Ciscoa combiné avec OADA, le droit des affaires. Ok. Autant pour moi. Donc, je comprends. Ça fait longtemps que vous êtes... Mais je n'ai même pas fait Cisco à Abidjan. Et c'est là mon point. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, j'ai appris GAP. J'ai appris comment tout fonctionne ici. J'ai appris l'Excel, Microsoft Excel, le software en anglais. Je sais comment ça se passe. Donc là, tu me dis, ah, tu as fait tout ça là, retourne à Abidjan pour aller appliquer là-bas. Je te dis, mais quand je retourne, je fais comment? Je fais une autre mise à jour ou bien comment je fais?
Je n'ai pas étudié SISCOA. Donc, comment est-ce que je fais? Tu veux que j'aille prendre un autre diplôme là-bas? Donc, puisque je sais que mes parents ont investi dans mon éducation et tout, et je veux jouir aussi du fruit de mon labeur. Donc, je veux pouvoir travailler avec ce que je sais. Et où de mieux que d'apprendre si ce n'est pas... Parce qu'eux, ils m'ont appris en fonction de ce que leurs entreprises avaient besoin. Donc, je fais valoir ce qui me revient ici. Donc, c'est dans cette optique-là que tu décides de rester. Moi, quand je restais, ce n'était pas parce que je ne voulais pas retourner. Aujourd'hui, tu me dis de retourner, j'ai retourné avec plaisir. Mais c'était parce que je voulais travailler. Je voulais appliquer ce que j'avais appris à l'école ici. Donc, si le gouvernement ivoirien, par exemple, le pays dont vous êtes originaire, vous appelait pour occuper un poste important en Côte d'Ivoire, peut-être dans le gouvernement ou je ne sais pas où, en tant que directrice quelque part, vous accepteriez? Même si tu me donnes le lieu, mon père. Ah tu bon? me donnes sur le lieu, ça a démis. Ben, l'appel est lancé. Oui, l'appel est lancé. Oh, l'appel est lancé. Oui. Oui. En fait, c'est une condition meilleure que je cherche. Ce n'est pas forcément lié aux États-Unis, moi personnellement. Mais à la fin, les choix de chacun, les buts et les objectifs sont différents. Tu vois un peu. Mais avec ce choix-là, le problème qui vient sont les papiers. Ce qu'on appelle les séquelles. Le revers de la médaille. Le revers de la médaille. La chose la plus, la plus difficile à avoir. D'ailleurs, on appelle le passeport en or. Mais comment arriver à Quel ce passeport? stade? Le passeport américain. Ah bon? C'est comme ça que vous l'appelez dans votre milieu? Oui, passe-partout. Passeport, passe-partout. Avec ça, tu peux rentrer partout où tu veux. Dans n'importe quel pays? N'importe quel pays. Je comprends. Voilà. Et avant d'avoir le passeport, il faut avoir la carte verte. Pour pouvoir travailler, il faut avoir la carte verte. La carte verte est la chose qui te permet de travailler dans n'importe quelle compagnie. La carte verte, c'est la carte de résident permanent? La carte de résident permanent, Okay. la green card. Okay. Et donc, ça là, c'est comme chercher or dans une mine. C'est là où les difficultés de la vie, le stress des États-Unis vient en compte. Quand tu sors de l'école, tu n'as plus vraiment un statut. Tu n'as plus le statut d'étudiant parce que l'école est finie. Et si tu n'as pas de papier, tu te retrouves à être sans papier. Je comprends. Permettez. Alors, le visa étudiant que vous avez en Côte d'Ivoire pour décoller vous donne accès au sol américain. Une fois sur le sol, on vous donne des documents pour étudier. C'est votre statut, le statut d'étudiant. Et en principe, vous avez ce statut-là tant que vous êtes à l'école. Voilà. Quand vous finissez votre diplôme, en principe, vous perdez automatiquement le statut parce que vous n'étudiez pas. C'est ça. Donc, vous devez rentrer chez vous. Voilà. Alors, si vous décidez de rester sur place pour travailler, il se faudra pose changer le problème de statut. Voilà. Donc, vous devenez systématiquement un peu comme un immigré illégal. Voilà. C'est ce que vous nous expliquez. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Merci d'avoir mis ça dans un bon mot. Non, pas de problème. Alors, donc, cette transition-là, pour quelqu'un qui veut être américain, il faut passer par la carte verte et tout ça, c'est ce que vous nous expliquez. Voilà. Et pour avoir la carte verte, la carte de résident permanent, c'est un parcours de combattant. Voilà, très difficile. Voulez-vous partager votre expérience? Je ne sais pas si on peut tout dire. Ça dépend de vous. Il y a différents moyens d'avoir la carte verte. Tu peux être béni et puis rentrer dans une compagnie qui va te sponsoriser. Ou tu peux passer par le mariage. Passer par le mariage aussi inclut beaucoup de volets. Tu peux faire un mariage, tu peux avoir la chance qu'un Américain ou quelqu'un un Américain peut-être d'une autre origine ou bien un Américain né naturalisé ou d'origine. Naturalisé ou d'origine te rencontre et puis décide de te marier et vous vivez heureux et vous avez beaucoup d'enfants. Donc là, les possibilités sont différentes. Tu peux aussi avoir la chance ou peut-être que tu as un père qui a vécu ici et qui peut-être a eu la nationalité américaine, peut faire une application pour toi et tu deviens naturalisé en tant que fils d'Américain ou fille d'Américaine. Donc, ce sont les moyens. D'accord. Alors, vous nous dites que après l'école, il faut réussir à s'intégrer dans la vie américaine. Ce n'est pas évident pour vous de retourner au pays parce que vous êtes désormais un produit d'un système qui est différent de votre système d'origine. Donc vous faites le choix, en tout cas à titre personnel, de rester dans le pays qui vous a accueilli. Mais il faut bien réussir à avoir les documents. Vous nous avez donné
différentes étapes. Mais une fois qu'on a les documents, vous êtes une femme, vous êtes amené à fonder un foyer. Bon, j'imagine, hein, en tout cas pour les Africaines vivant hors de leur pays, qu'on a bien envie d'avoir un homme de notre pays. Pour d'autres, il y a des préférences, mais de façon générale, en fait, la même culture, on se comprend mieux. Il arrive que des femmes épousent des hommes américains et tout. Dans votre cas, si vous voulez bien nous partager votre expérience dans ce domaine, le domaine conjugal, la vie d'une femme mariée aux États-Unis, les avantages, les inconvénients, les difficultés. On souhaite vraiment comprendre un tout petit peu au travers de votre expérience. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on ne reste pas étudiant toute sa vie, on grandit, on arrive à l'âge où on a le désir de se mettre avec quelqu'un, cheminer avec quelqu'un, fonder une vie, avoir des enfants, être dans un mariage. Là, chacun a son histoire, encore comme je le disais. Pour ma part, c'est que oui, effectivement, après plusieurs années, je rencontre quelqu'un avec qui je me marie effectivement et dont Dieu me fait la grâce d'avoir 2 enfants. Mais il faut noter que vivant dans un pays qui n'est pas le nôtre, on a un choix en termes du type de mariage qu'on veut. Surtout de la qualité du conjoint. On a le choix de prendre un Américain noir, c'est-à-dire un Américain africain, d'origine africaine. On a le choix de prendre un blanc qui soit américain ou européen. Et là encore, la culture et les habitudes sont différentes. On a aussi le choix de prendre un Africain. Et là encore, il y a plusieurs volets. Ça peut être un conjoint de notre pays, c'est-à-dire un compatriote, un Ivoirien, ou ça peut être un Africain de notre pays. Il peut être ghanéen, burkinabé, pour ma part, je dis n'importe quoi, il peut être de n'importe quel pays. Ces choix-là... Puis-je ajouter un autre choix? Voilà. Pendant que vous parlez, je vois autre chose, quelque chose que je veux bien ajouter, si vous permettez. Un Mexicain. Vous avez dit, non, parlant des Africains, vous avez dit que ça peut être un Africain compatriote. Donc, on vient du même pays, je suis congolaise, il est congolais, ou bien un Africain qui vient d'un autre pays d'Afrique. Oui, un Camerounais par exemple. Par exemple. Est-ce qu'on peut également dire que ça peut être un Africain qui est né en Afrique et qui a, comme moi, immigré, donc avec la culture et la mentalité africaine? Voilà. Ou bien un Africain qui est né aux États-Unis, qui y a grandi, qui a une nationalité américaine, certes, mais qui est africain? Oui, là encore, c'est très différent. Très bien, merci pour cet ajout. Effectivement, là encore, la réalité sera différente. Et pourquoi je donne ces différences-là? C'est parce que la réalité, les difficultés ou les avantages sont différents en fonction des cas. Ok. Bien sûr, si on parle des autres cultures différentes de ton frère ivoirien, tu es face à une différence de culture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et là, ça vient avec son mot de tout ce que tu peux imaginer, l'éducation des enfants, en se basant sur quelle culture, les vacances, on va dans quel pays, comment on gère la maison, parce que le mari a été éduqué d'une certaine manière, la femme a été éduquée d'une certaine manière. Mais pour ma part, j'ai marié quelqu'un qui venait de mon pays. Un truc que je voulais souligner, je veux dire, quand on fait ce choix, on se dit « Ah, mais il n'y a pas de problème, vous venez par exemple de la Côte d'Ivoire, donc il n'y aura pas de problème. » Attention, il y a quelques petites, il y a des nuances. En même temps que c'est bien parce que vous parlez la même langue, il n'y a pas vraiment de différence dans l'éducation des enfants. Vous éduquez vos enfants un peu près selon la même culture. Souvent, vous êtes de la même religion et vous comprenez. Vous comprenez, je veux dire, les différents challenges que vous vivez, par exemple, par rapport à la langue, parler l'anglais, parler au dehors, par rapport à la difficulté pour avoir le travail, par rapport à toutes les difficultés qu'un immigrant, quelqu'un qui a immigré connaît, vous vous accordez là-dessus. Mais une chose, moi, pour ma part,
qui fait défaut avec marier les hommes de chez nous, et ça seulement, ça n'engage que moi, je parle ça n'engage vraiment que moi. Les femmes sont confrontées à ce que j'appelle le double standard. Le double standard qui est quelque chose qui nous fatigue. Je m'explique. Dans la culture américaine, la femme doit travailler et participer aux dépenses de la maison. Elle doit aider et soutenir son homme, souvent à hauteur de 50%, 60%, 70% et plus dans la famille. Dans la culture africaine, la femme doit être beaucoup plus présente, c'est-à-dire elle doit vraiment s'occuper de tout ce qui est corvée de la maison. Laver la maison, préparer, faire ceci, faire cela. Le truc avec nos hommes africains, et je ne me plains pas, je dis seulement, c'est une observation, c'est qu'ils attendent les deux. En même temps qu'ils attendent que tu les aides sur les... Vous parlez de certains hommes ou de tous les hommes Je africains? parle de mon observation. Donc, alors là, c'est pas un stéréotype où je dis, il y a des exceptions. Bien sûr, bien sûr. J'ai observé que nous, les sœurs africaines, nous sommes soumis à ce double standard-là, où en même temps qu'on espère que tu te comportes comme une Américaine, on aussi espère que tu te comportes comme une Africaine. Et ça devient maintenant une double charge sur toi, ce qui crée beaucoup de stress parmi nous, ce qui crée une charge mentale assez élevée, parce qu'il faut dire la vérité, tu dois avoir un boulot pour avoir au moins un peu d'argent. Tu dois essayer de participer aux charges de la maison et tu dois t'occuper de tout ce qui est corvé. Que ce soit la nourriture, que ce soit ton homme lui-même, que ce soit tes enfants, que ce soit ta maison. Tu dois faire face à tout cela et souvent sans aide. Mais disons-nous la vérité, on a 24 heures comme tout le monde. On a la même force physique que tout le monde. Donc souvent, très souvent, on se retrouve avec de grosses fatigues. On se retrouve avec de grosses dépressions. Face à cela, on n'a qu'à se dire la vérité. Cela existe. On se retrouve à faire des breakdowns pas possible. Donc, ça, c'est une observation, par exemple, qui peut venir comme des avantages de rester dans cette culture africaine et tout. Je comprends. Alors, est-ce que vous avez l'avantage des servantes? Au pays, il y a des femmes qui travaillent et pourtant qui arrivent à s'occuper de leurs hommes, des enfants, de la maison. Enfin, elles sont la femme africaine rêvée par l'homme africain. Bien vrai qu'elles ont aussi un boulot comme lui. Est-ce que ici aux États-Unis, vous avez d'autres moyens pour réussir cette mission ou cette double mission? Honnêtement, c'est ce qui nous manque aux États-Unis. C'est la seule différence entre nous, quelqu'un qui vit aux États-Unis et celle qui vit en Afrique ou en Côte d'Ivoire, par exemple. On n'a pas ça, on n'a pas cette aide-là. Et il faut dire que chacun porte sa croix. Donc, ta copine ne peut pas laisser sa croix pour venir prendre la tienne. Donc, souvent, on se retrouve à faire tout, à courir dans tous les sens, à prendre les enfants de l'école, à regarder leurs devoirs. Parce qu'il faut s'assurer que tes enfants travaillent à l'école. Il faut s'assurer que la chemise de monsieur est repassée. Il faut s'assurer qu'il a des habits propres, qu'il a un caleçon propre. Il faut s'assurer que quand il revient du travail, il a à manger. En même temps, ton boss hiérarchique te demande « Hey, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. » Souvent, on ne sait pas où donner de la tête. On ne sait vraiment pas où donner de la tête. Pour vous, donc, quel est l'homme idéal, le mari idéal, en vivant aux États-Unis? Avec cette question, j'ai envie de m'adresser directement à toutes mes sœurs qui me regardent, qui n'ont jamais rentré dans le mariage, qui cherchent l'âme sœur et qui veulent au moins savoir au moins comment s'orienter. Moi, je vais dire, il n'y a pas d'homme idéal. Il y a la grâce que Dieu te fait. Mais il faut retenir une chose très importante. C'est important de ne pas se baser sur l'amour. Le problème avec l'amour, c'est que ce sont des sentiments et ces sentiments changent. Donc, ne marie pas quelqu'un seulement parce que tu l'aimes. Parce qu'il y a une chose que je dis toujours à mes petites sœurs, c'est que tu peux soit avoir un partenaire de prière ou tu peux avoir un sujet de prière. Et là, sois intelligente. Il faut beaucoup observer,
C'est sûr que si vous vivez aux États-Unis, tu veux quelqu'un qui est ambitieux pour ne pas que votre condition reste stagnante. Tu veux quelqu'un qui cherche à aller de l'avant. Tu veux quelqu'un qui a une mentalité qui peut t'aider, c'est-à-dire qu'il ne va pas te voir souffrir et te laisser souffrir, il va t'aider dans tout ce que tu fais, que ce soit dans les tâches ménagères, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie, qui va te pousser à aller de l'avant, à réaliser tes rêves, qui va te grandir. Donc, il faut être observante et regardante. Il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a pas un physique idéal, il n'y a pas une certaine taille idéale, il n'y a que ce qui te convient. Mais fais attention à ton choix. Le choix détermine ta vie ou détruit ta vie. Conseil d'une grande sœur. Ou d'une petite. Merci beaucoup. Tout dépend. Tout dépend de l'âge de la personne qui vous regarde en ce moment. Et vous aviez souhaité, il y a quelques minutes, parler de votre carrière. Je pense qu'on a survolé la question. Voulez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Pas forcément parler de ma carrière, mais aussi lister les challenges qui viennent quand franchement tu arrives à rentrer dans le monde du travail aux États-Unis. Parce qu'il faut dire, tu n'es pas américaine. Comme j'ai dit là au début, partout où tu vas, je vais dire en anglais, tu stick out. Ce qui veut dire que on voit que tu es différente des autres. Il n'y a pas moyen de calculer. Tu peux mettre toutes les perruques possibles, tu peux faire le maquillage comme une américaine. On sait que toi là, tu n'es pas américaine. Dès que tu ouvres la bouche, on sait que tu n'es pas américaine. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose? Souvent oui, souvent non. Moi, Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans le monde du travail, dans ce qu'on appelle Corporate America. Et Corporate America, qu'on se dise la vérité, a ses bons côtés. Il y a Jay là-bas, il y a l'argent, il y en a, c'est vrai, mais a aussi son lot de conséquences ou de conséquences qui viennent avec cela. En tant que femme, ça c'est numéro 1. Et quand je dis femme, ça s'applique à toute femme, que tu sois africaine, américaine ou que tu sois blanche. De prime abord, tu es payée moins que les autres. Ça, ce n'est pas un secret, beaucoup de personnes le savent. C'est-à-dire que si je prends un homme qui a le même diplôme que moi, qui a les mêmes années d'expérience que moi, mais moi, en tant que femme, je serai payée à beaucoup moins que cette personne. Donc, ça, c'est une réalité. En plus de cela, il faut dire que en tant que Noirs, on ne va pas se le cacher, on sait que les Noirs sont en minorité ici et sont souvent pas bien traités. Donc, tu te retrouves à être toujours la seule Noire parmi beaucoup de Blancs. Donc, bien sûr, quand il s'agit d'opportunités, ces opportunités-là, on passe quoi. Malgré tes compétences, malgré ce qui se passe, on te saute pour donner à d'autres personnes. Ça peut faire mal, ça peut blesser souvent, surtout quand tu travailles super dur et que tu veux avancer, tu veux monter en grade, tu veux monter les échelons de la société. Donc, il faut s'attendre à cela. Un autre truc, il faut dire aussi qu'en tant qu'Africaine, tu as ton accent. Et ils ont leur culture, ils ont grandi d'une certaine manière, ils sont partis dans certaines écoles, ils sont un peu comme un réseau assez difficile. Souvent, c'est difficile pour toi de percer, de rentrer dans ce réseau-là et être accepté à 100%. Donc, tu peux travailler dans un endroit où tu vas juste au travail et tu reviens, tu vas juste au travail et tu reviens. Tu es là, mais tu es détaché. Tu es là, mais tu es détaché. Donc, c'est tout ça, tous ces challenges-là qu'il est bien de révéler parce que c'est ce qu'on vit au quotidien. Si tu n'as pas un esprit fort, tu peux laisser cela t'affecter. Je connais des sœurs qui ont fait des dépressions par rapport à ça parce qu'elles ne se sentent pas acceptées, elles ne se sentent pas intégrées dans le monde du travail et toutes ces choses-là qui vont avec. Donc, c'est une réalité. Il est bien d'en parler et je voulais seulement attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Mais la carrière, oui, il faut dire que les États-Unis sont très accueillants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as une compétence et que tu as de l'expérience, ils vont te donner ta chance. Tu auras cette chance-là avec... Il n'y a pas de discrimination? Discrimination, sur quel plan? Je viens de citer par exemple en termes d'argent. Comment est-ce qu'en tant qu'Africain, tu seras beaucoup moins payé que quelqu'un d'autre qui a la même compétence que toi? C'est-à-dire que même diplôme, même expérience et tout. Et ça se passe.
Je faisais plutôt allusion au népotisme. Le fait, par exemple, en Afrique, pas dans tous les pays, certes, mais en tout cas de façon presque partagée, dans les pays d'Afrique subsaharienne, que la compétence ne soit pratiquement pas toujours le critère de sélection d'un candidat ou pour postuler. On peut avoir un boulot simplement parce que nous sommes le neveu de l'oncle de la cousine de monsieur tant. Est-ce que ces mêmes choses-là existent ici? À dire vrai, oui, ça existe. Le népotisme existe. L'interne a eu un interne parce que son papa est le directeur. Telle personne a eu un poste parce que son papa est là. Mais il est moins prominent que quelqu'un qui a des compétences. L'interne, c'est le stagiaire. Le stagiaire, voilà, pardon, autant pour moi, le stagiaire. Ça existe, mais ce n'est pas toujours le cas. Okay. C'est-à-dire qu'en termes de comparaison, si en Afrique, le népotisme est peut-être 60%, ici, j'ai envie de dire que c'est peut-être 40%. Okay. On te donne ta chance quand ils pensent que tu peux vraiment apporter de la valeur. Donc, un conseil à tout le monde, tous ceux qui veulent immigrer, cherchez à apporter de la valeur dans tout ce que vous faites. Quelle est ta valeur ajoutée aux États-Unis? Quelle est ta valeur ajoutée au travail? Quelle est ta valeur ajoutée sur le projet particulier dans lequel tu es en train de travailler? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et puis X ou Y? Ok. Ça, c'est un très bon conseil. Je pense que cela va bénéficier à nos frères, sœurs qui continuent d'immigrer ou même à ceux qui sont déjà sur place mais qui n'ont pas encore acquis cette mentalité-là. Parce que malheureusement en Afrique encore, on occupe des postes simplement parce que c'est nous. Voilà, qu'on apporte quelque chose ou pas, alors qu'ici c'est différent, selon ce que vous dites en tout cas. Alors, nous sommes en train progressivement d'aller vers la fin de notre petite rencontre. Je n'ai pas oublié les conseils au cadet, mais avant, est-ce qu'il y a des gens que vous voulez particulièrement remercier? Soit pour votre carrière, soit pour votre vie ici, soit, je ne sais pas, honnêtement, les premières personnes à qui je veux dire merci, ce sont mes parents. J'en ai 4, je vous ai déjà dit. Mes 2 parents biologiques, ma maman et mon papa. Papa, maman, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Honnêtement, sans mes parents, je ne serais pas là où je suis. Mon père m'a beaucoup soutenu financièrement, il a toujours été là. Ma maman aussi m'a beaucoup soutenu dans toutes les difficultés que j'ai vécues, que ce soit avec mes enfants, avec ma vie et tout. Donc à eux, franchement, je leur dois tout. Les deuxièmes personnes, je pense que je les ai mentionnées, ce sont mes deuxièmes parents, qui est monsieur et madame Oku, tonton David, Toti. Merci beaucoup pour tout. Mais j'ai des amis aussi qui m'ont beaucoup appris ce que c'était la vie aux États-Unis. J'ai plusieurs amis, j'ai pas envie de citer d'autres et laisser d'autres, mais j'aimerais dire merci à une amie camerounaise qui s'appelle Nathalie. Nathalie m'a beaucoup appris. Ivoirien camerounais encore. Ivoirien camerounais, oui, c'est ma belle famille, c'est ma belle famille. Nathalie, si tu regardes cela, merci beaucoup, je t'adore. Merci, j'ai d'autres amis, Jackie, qui sont mes amis d'enfance, qui sont des amis que j'ai rencontrés quand je suis arrivée, mais qui m'ont montré comment est-ce que se passait, comment le système se passait, comment tu pouvais économiser de l'argent, comment est-ce que tu devais traiter certaines choses, comment est-ce que tu pouvais avoir ton premier boulot. Et tout. Et mes copines actuelles, dans les groupes que je suis, mes sœurs, j'ai un groupe de prière qui s'appelle Vows, mes sœurs de Vows. C'est quoi Vows? Vows est un groupe de support et de soutien entre femmes. Et Vows veut dire, je dis en anglais, Virtuous and Obedient Women Support Group, qui est plutôt un groupe de support où des femmes se sont mises ensemble pour prier pour la famille, prier pour les enfants, se soutenir les unes et les autres, discuter de différents projets, discuter de différents sujets qui les affectent personnellement, en d'autres termes, s'entraider mutuellement. Ok, si vous permettez, je vais juste traduire rapidement en français pour nos auditeurs qui ne parlent pas l'anglais. VOW signifie donc le groupe de soutien aux femmes obéissantes et vertueuses. Et vertueuses, okay. À l'image de la femme de Proverbe 31. C'est intéressant. Votre foi chrétienne est encore
présente? Pour dire la vérité, la vie aux États-Unis n'est pas facile et une chose qui t'aide à tenir, c'est ta foi. C'est ton attachement au Seigneur, c'est ton attachement à ce que tu crois. Ça peut être Jésus-Christ, ça peut être Allah, ça peut être ce à dont tu crois, c'est ça qui t'aide vraiment à avancer. Donc, un conseil, ne vous éloignez pas de votre foi, ne vous éloignez pas de celui en qui vous croyez. Et pour moi, c'est Jésus-Christ. On va rester sur les conseils et aborder l'aspect des conseils que vous vouliez donner à vos cadets. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu es quelque part en Afrique et tu voudrais immigrer, soit en Occident, soit aux États-Unis, soit en Amérique, partout, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est aie un plan de vie. Aie un plan de vie, je ne te dis pas d'avoir tous les détails prêts, mais c'est ce que tu veux dans ta vie. Aie un baromètre de succès. Le succès, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est avoir une maison, c'est finir ton diplôme, c'est avoir une voiture, c'est avoir beaucoup d'argent dans ton compte en banque, c'est avoir un mari, avoir des enfants si tu es une femme, avoir une femme, etc., etc. Sache mesurer ce succès-là et essaie de marcher selon ce plan de vie. Parce que c'est ce plan de vie-là qui va t'éviter certaines choses. Quand tes amis veulent aller s'amuser chaque samedi, à cause de ce plan de vie-là, tu vas dire non, peut-être moi je vais aller un samedi dans le mois parce qu'il faut bien que tu te détendes, ou bien je vais rester étudier à chaque moment. C'est ce plan de vie-là qui va t'aider à chercher un type de boulot ou ne pas prendre un autre type de boulot. C'est ce plan de vie-là qui va t'aider à éviter la drogue, la prostitution, les mauvaises choses. Il faut avoir un plan de vie général. En deux, il faut t'accrocher à ton Seigneur. Il faut t'accrocher à ce à quoi tu crois. Il faut travailler sur ta foi. Et puis, il faut fréquenter, il faut avoir de bonnes fréquentations. Il faut t'approcher de ceux qui ont une bonne moralité. Parce que, comme on le dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Cela s'applique beaucoup aux États-Unis. C'est tout. C'est pas tout. Là, c'est les conseils que vous leur donnez quand ils sont sur place aux États-Unis. Okay. Mais avant de venir, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Oui, il y a beaucoup de précautions à prendre. Beaucoup de précautions à prendre. Il faut s'assurer qu'on est en mesure de payer. Il faut s'assurer qu'on est en mesure de payer l'école dans laquelle nous voulons venir pendant 5 ans au moins. Et ensuite, pouvoir s'occuper de soi-même. Il ne faut pas juste laisser à la providence. Il ne faut pas juste dire « Oh, Dieu fera ». C'est vrai, Dieu fait. Mais il faut se mettre en action. On dit un sage voit le mal venir de loin. Et il faut aussi se documenter pour savoir où mettre les pieds. Et quand tu arrives, il faut t'accrocher à Dieu. D'accord. Ben, merci. Serait-ce votre dernier mot? Oui, merci beaucoup, Malik. De m'avoir invité sur cette chaîne. C'est avec plaisir que j'ai partagé mon histoire. C'est toujours, ça fait toujours plaisir quand vous êtes invité pour partager votre parcours et j'espère que j'aurai aidé et édifié plus d'un. Et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et merci beaucoup. Ben, merci. Nous vous remercions énormément pour votre présence et pour tous ces sages conseils que vous avez donnés à vos frères et sœurs. Et nous espérons que ceux qui nous ont écoutés prendront connaissance et les utiliseront. En tout cas, à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant, nous vous disons merci et à la prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner de sorte à ne pas rater les prochaines personnes qui vont, comme Loïtz, venir vous entretenir. Abonnez-vous. Bye bye.